Bonjour à toi, c'est Brice. Bon, là, normalement, vous êtes 4 au monde à être concernés, mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Allez, avant quoi que ce soit, vous connaissez la musique ici. Si vous avez n'importe quoi de mieux à faire, là, maintenant, que regarder une vidéo sur YouTube, vous foutez le camp. Et vous agissez dans le sens de ce qui vous sera vraiment profitable. Allez, allez-y maintenant. Franchement, c'est ça la meilleure chose que vous puissiez entendre sur YouTube en termes de conseils. Vous reviendrez me trouver plus tard. Allez, on commence. Pour ceux qui sont encore là ou qui reviennent. On se souvient tous, pour ceux qui ont apprécié cette œuvre en tout cas, de certains moments d'anthologie dans Naruto. Je pense à la mort de Jiraiya, à ce combat incroyable entre Gaara et Lee, ce duel avec Sasuke à la vallée de la faim, ou encore l'arrivée de Naruto après le désastre causé par Pain et l'affrontement qui s'en est suivi. Bien sûr, l'âge qu'on a quand on est confronté à ce genre d'œuvre pour la première fois joue beaucoup sur nos souvenirs et la place qu'ils tiennent dans la construction de notre sensibilité artistique. Mais pourquoi d'autres choses nous ont moins marqués dans cette même œuvre ? Et pourquoi, bizarrement, ça se situe à mesure qu'on s'approche de la fin ? Et surtout, en quoi cet affect, ce sentiment que nous sommes nombreux à avoir éprouvé, éclaire-t-il un problème majeur de notre société ? Un problème qu'il serait dommageable d'ignorer. Ce serait quand même con de subir les 1000 ans de souffrance parce qu'on n'a pas fait gaffe à ça alors que notre instinct, lui, l'avait perçu il y a de ça des années. On croit souvent que les histoires populaires, notamment celles qui marquent notre enfance, ont moins de valeur que celles qu'on intègre plus tard, qui sont souvent plus élaborées. Pourtant, si elles réinventent la forme de certaines vérités qui percolent au sein des mythes et des légendes qui nous font rêver, c'est parce qu'elles touchent à quelque chose de profond, à des idées primitives, donc plus universelles. Le genre de leçon dont il vaut mieux ne pas se priver avant de passer au plus élaboré. C'est ce type de leçon-là dont on va se nourrir ensemble ici. On est nombreux à avoir aimé Naruto, presque autant à avoir été déçus de sa fin. Mais finalement, quand est-ce que ça a commencé à merder ? Quand les power-ups sont devenus vraiment abusés ? Quand les actes de bravoure, de force, d'intelligence ont laissé la place à la victoire pour le biais d'un simple discours abscon sur la paix ? Oui, c'est à toi que je parle, Nagato. Tu m'as tellement déçu. Tu étais mon personnage préféré avec ton avatar de Pain. Où est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on nous avait trahi sur le fondement même de l'histoire ? Bon, c'est sûrement un mélange de l'ensemble, mais si je devais choisir, je dirais que c'est plutôt ça, une trahison sur le fond. Pourtant, il y a de nombreuses histoires où en avançant, on se rend compte que le point de vue, le propos a radicalement changé. Pour rester sur ce pan-là de la culture, par exemple, l'attaque des Titans aura mené ça avec brio. Et jamais ça nous aura laissé ce goût amer dans la bouche. Non, c'est autre chose. D'une histoire qui racontait que la volonté et les efforts permettent d'aspirer au meilleur, on est passé à l'idée que tout était prédestiné. Ça, c'est le genre de choses qui te fait relativiser ce jour où tu as appris l'inexistence du Père Noël en tirant un peu trop fort sur la barbe de tonton. D'ailleurs, j'espère que j'ai affranchi personne là, sinon je suis désolé. En fait, non, je suis pas désolé du tout. A priori, si t'as appris un truc là, c'est possibilité numéro 1, tes parents te laissent aller bien trop tôt sur YouTube, et donc cette histoire de Père Noël n'est clairement pas la pire des choses qui vont faire mal avec toi. Possibilité numéro 2, tu as un léger retard dans la construction de ta rationalisation du réel. Heureusement qu'on n'a pas abordé ici le cas de Superman, ou même celui de Jésus. Parce que finalement, Naruto, qu'est-ce que ça racontait, comme dirait l'autre ? Eh bien, c'était censé être l'histoire d'un paria, au passé tragique, né avec un don qu'il ignorait lui-même et muni d'une volonté de faire. Et c'est finalement devenu celle d'un simple héritier, quelqu'un dont les accomplissements étaient seulement le fruit de la destinée. De l'idée que tout était possible, quelle que soit sa classe d'origine, quelles que soient ses dispositions, on est passé à « rien n'est de ta faute, rien n'est de ta responsabilité, mais rien n'est non plus ta victoire ». Pourquoi cela nous a tant déçus ? Et en quoi ce simple constat nous éclaire-t-il sur l'un des rouages majeurs de notre société, de notre vie ? Finalement, quelle leçon essentielle se cache derrière notre partage de l'expérience Naruto ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Même s'il existe un déterminisme, et il ne faut pas le nier, la plupart des leçons des sciences sont issues de ce postulat, et ça a eu 2 ou 3 débouchés majeurs dans nos vies, typiquement, je ne sais pas moi, la technologie sur laquelle tu écoutes cette vidéo. Quel mode de pensée produit les comportements les plus prolifiques pour la société, pour nous-mêmes, notamment pour les individus qui parviennent à s'élever à l'intérieur ? Nier leur réussite comme étant le fruit unique du seul déterminisme ? Ou valoriser celle-ci comme étant le résultat de leurs efforts ? L'humain choisit de croire certaines choses. Personne n'est exempt de croyance. Et si on n'a pas de preuve empirique du libre arbitre, et quand bien même il pourrait n'être véritablement qu'une croyance qui viendrait nécessairement avec ses écueils d'ailleurs, vaut-il mieux croire en sa responsabilité propre et au fruit de ses efforts à venir ? Ou vaut-il mieux croire que tout est joué d'avance si on veut sortir de la passivité ? Quelle croyance parmi ces deux-là est la plus apte à nous faire avancer en tant que société ? La responsabilité ? Ou cette forme nouvelle de passivité ?
Cette excuse déjà toute prête pour tout ce qu'on fera de mal, ou pour la plupart d'entre nous plutôt pour tout ce qu'on ne fera pas de bien. Bien, je crois que notre société a récemment suivi le même chemin que cette histoire de Naruto. De la dominance d'une somme de croyances dans le libre arbitre, la responsabilité, dans la grandeur à venir qui se cache derrière l'effort, dans une certaine hiérarchisation aussi, un jugement finalement, et même dans un certain rapport au passé et à l'avenir, eh bien nous sommes passés à un logiciel qui met principalement en avant le déterminisme, les influences sociales, la grandeur issue de ce qui est facile, l'absence de jugement, qui signifie par corollaire d'ailleurs que tout se vaut, et enfin, un éloge du présent. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas compatible avec le factuel, avec le réel, je dis juste que cette position produit en amont, une fois imprégnée dans l'esprit des personnes, un système de justification qui interdit de s'extraire de sa condition, puisqu'elle conduit à une passivité qui, elle-même, nous empêche la plupart du temps d'accumuler des compétences personnelles valorisables, ce qui limite notre force de travail, ce qui limite finalement notre capacité à dépasser nos instincts pour inventer autre chose. Elle est par contre tout à fait compatible avec la production d'une masse de consommateurs passifs, et dans ce monde-là, le fossé entre ceux qui sont capables d'efforts et qui en tirent les bénéfices, et ceux qui sont dépossédés de cette possibilité, se creuse de plus en plus. Si le déterminisme causal existe, et on pourrait discuter de son degré, et c'est pas l'objet de cette vidéo-ci, il faut vraiment se demander en quoi sa popularité accrue, à travers son pendant, la fatalité, nous conduit. Que se passe-t-il quand on accepte ce ferment essentiel des sciences, dans tous les plans de son existence ? Carl Jung disait, ce ne sont pas les gens qui ont des idées, mais les idées qui ont des gens. Et quand cette idée-là se met à posséder de plus en plus de gens, elle semble conduire à certains comportements délétères, bien qu'elle nous rassure quand nous sommes dans l'échec. Ces réflexions sur le déterminisme du monde ont participé à des avancées sociales considérables, telles que la démocratisation de l'accès aux soins ou à l'éducation par exemple. Mais une fois couplées à l'opulence qu'autorisent nos technologies et à l'accès à l'énergie, elles auront aussi conduit à leur banalisation, et finalement au dénigrement de ces services eux-mêmes et de ceux qui les prodiguent. Pire, cette démocratisation du concept aura conduit à faire intégrer aux gens que c'est la société qui doit pourvoir à tous leurs besoins, que tout est de droit, que tout va de soi, que tout est naturel. Sans même que ne soit plus exigé en retour, ne serait-ce que de la gratitude. Elle a aussi pour conséquence, dans le champ de la justice institutionnelle, de troquer l'idée générale par défaut de coupable avec de potentielles circonstances atténuantes à celui de victime de son milieu avec de potentielles circonstances aggravantes. Un joker que pourront utiliser certains vrais jouisseurs de la liberté qu'offre le fait d'être hors la loi pour se dédouaner de leurs actes. Derrière cette question du déterminisme, il y a donc celle connexe de la responsabilité. Et elle doit, elle aussi, mériter une vraie réflexion, puisqu'elle structure notre vision même de ce qui est juste. C'est notamment un point sur lequel s'écharpent joyeusement les gens positionnés à droite et ceux positionnés plus à gauche. Prenez un moment pour vraiment y penser. Au final, l'adoption de ce logiciel déterministe par notre société aura limité la motivation de la plupart des gens. Et comme ce sont seulement nos accomplissements qui nous rendent vraiment heureux, la satisfaction de tous nos besoins, même dans la passivité, nous aura paradoxalement rendus généralement plus malheureux. Quand on pense que rien ne sera possible, on n'agit pas. Quand on croit que ça peut l'être, certes on ne réussit toujours pas autant qu'on l'espérait, mais une chose est sûre, on va plus loin. Et ça, à l'échelle d'une société, ça peut faire une vraie différence. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux garder dans le cœur que tout est possible et travailler, même si c'est naïf, même quand c'est difficile. Ce sera peut-être faux, mais c'est sûr, c'est le moteur qui vous amènera le plus loin. Si je devais justifier une de mes croyances irrationnelles, puisque comme tout un chacun j'en ai quelques-unes, ce serait peut-être d'abord celle-ci. Bien sûr, il faut tenir compte des retours de la réalité et adapter son comportement à elle pour avancer efficacement, notamment porter un regard plus déterministe une fois nos accomplissements advenus pour rester humble, mais aussi pour découvrir les véritables raisons qui nous ont élevés, et ne pas tendre la main à d'autres en leur proposant une méthode fallacieuse, quand bien même nous serions de toute bonne foi en leur disant. Mais finalement, n'est-ce pas exactement ce qu'on vient de faire ici ? Considérer la réalité des conséquences sociales de la diffusion de certains paradigmes, de certaines idées générales, dans cette vidéo, celui d'adopter la réalité du déterminisme à grande échelle. C'était ça la trahison de fond qui nous a détourné des sentiments inspirants qui étaient associés à Naruto. D'un univers où la volonté d'un seul pouvait changer positivement le monde, nous étions passés à celui d'un univers où il n'y avait que l'apparence de cette possibilité, où elle n'était que la manifestation de la destinée. Demandez-vous donc ceci. Quand est-ce que ça a changé pour vous ? Quand avez-vous accepté que ce monde fût déterminé et que vous ne puissiez rien y faire ? Quand est-ce que vous avez fini par plus souvent préférer l'excuse à l'action ? Prenez une minute, réellement, ça peut être important.
Et demandez-vous ce que vous aimeriez vraiment voir changer dans le monde. Quelque chose qui est important pour vous, qui vous semble essentiel. Prenez un papier et notez 3 petites choses simples. D'abord, une action, même minime, même si elle vous semble ridicule, futile, que vous puissiez accomplir cette semaine, qui aille dans ce sens. Puis une pour dans 1 mois, et enfin une pour dans 3 mois. Et enfin, faites-les vraiment. Et changez d'attitude. Renouez avec cet instinct qui vous plaît, qui vous avait animé davantage plus jeune, que votre volonté peut réellement trouver une incarnation plus importante dans ce monde. Bien sûr qu'il ne faut pas être un enfant et savoir que le déterminisme est l'idée à avoir en tête pour forger nos outils les plus efficaces, ce que l'usage d'une méthode scientifique permet de produire. Mais il ne faut pas que la forge de ces outils nous enferme et nous paralyse. N'oubliez pas, si c'est le déterminisme comme philosophie qui forge le véhicule qui vous permettra de vous rendre dans l'endroit dont vous rêvez, c'est la croyance en la possibilité de l'avènement de votre volonté qui lui fournit l'essence dont il a besoin. C'est pourquoi je vous engage à garder la méthode scientifique près de vous, et la croyance en votre liberté plus près encore. Si vous ne savez pas que c'est impossible, peut-être que vous y arriverez. Maintenant que vous avez entendu tout ça, demandez-vous quel Naruto est mon préféré entre ces deux-là. Et dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi quel souvenir de cet animé, ou d'une autre œuvre d'ailleurs, vous aura marqué vous, et pour quelle raison vous pensez que c'est le cas, que ça a participé à votre construction. Voilà, si cette vidéo vous a plu ou même inspiré, ça j'avoue que ça serait cool, n'hésitez pas à la partager et abonnez-vous, la cloche, tout ça, vous connaissez le principe, pour ne rien rater de ce qui viendra. Il y a déjà quelques autres trucs sympas à explorer sur la chaîne, quelques bons conseils je pense, ne vous en privez pas. Bien sûr, c'est pas une vidéo parfaite, vous pouvez avantageusement la compléter ou la contredire en commentaire et ça profitera à tous. Je le vois plus comme un rouage de plus à employer, une nouvelle paire de lunettes teintées pour observer le monde, que comme un raisonnement complet et abouti. C'est un peu le plan d'ailleurs sur cette chaîne, j'espère que ça vous sera utile. Portez-vous bien, et en attendant la suivante, je vous dis à très bientôt sur Dualité. Je vois déjà venir certains commentaires. C'est trop philosophique, moi je voulais juste écouter des trucs que je savais déjà sur Naruto, et peut-être en apprendre éventuellement un autre. Ben justement, c'est vrai, l'idée de la chaîne, c'est exactement ça, c'est réfléchir, et en sortir mieux armé. Au pire, tu auras eu une bonne surprise finalement. Et si t'es pas d'accord, viens rager en commentaire. Mais je te préviens, moi je suis pas Nagato. Va falloir que ton discours aille au-delà du simple « j'y crois donc c'est la vérité ».